Eh bien, salut à tous, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien et on se donne rendez-vous aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vais revenir sur Donald Trump, le bon Donald, parce que ça fait un moment qu'on n'a pas parlé de lui, du président des États-Unis, et qu'il y a beaucoup de choses à dire sur son sujet. Tout d'abord, c'est le fait qu'il y a de plus en plus de jeunes républicains, les premiers votants, on pourrait dire, ceux qui ont voté pour la première fois pour Donald Trump, qui exprime une forme de mécontentement, de déception ou de frustration par rapport au second mandat de Donald Trump. Et en parallèle, il y a eu l'explosion en popularité d'un homme qui a seulement 27 ans et qui peut représenter sur certains aspects une menace pour Donald Trump, mais surtout pour son héritage politique avec son idéologie MAGA. Alors avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube parce que vous êtes beaucoup à regarder les vidéos mais à pas vous abonner. Je vous vois, je vois tout. Et surtout à aimer, commenter et à partager. Merci les gars. Quand Donald Trump s'est présenté à nouveau et dans son duel face à Kamala Harris, il a misé sur plusieurs sujets qui étaient extrêmement importants pour les Américains. En gros, c'était ses promesses de campagne. La première, c'était sa volonté de réduire drastiquement l'immigration illégale et légale et de mener tous les jours des expulsions massives d'immigrés clandestins qui sont aux États-Unis pour les renvoyer chez eux dans leur pays d'origine. La deuxième promesse de campagne de Donald Trump, c'était de mettre fin rapidement à la guerre en Ukraine en seulement 24 heures, mais également de ne pas débuter de nouveaux conflits ailleurs sur la planète parce qu'il reniait la posture des néoconservateurs comme par exemple George Bush ou bien John Bolton. Troisièmement, Donald Trump voulait sauver l'économie, mais surtout beaucoup plus de transparence par rapport à l'administration Biden, puisque vous le savez, Biden a été malade une bonne partie de son mandat et Donald Trump voulait être totalement transparent, notamment sur sa santé, mais également au regard de certaines affaires qui ont forgé l'histoire américaine, comme l'affaire Kennedy, Martin Luther King, mais aussi la sordide affaire Epstein, puisque en effet, Donald Trump avait promis de révéler les noms des clients de Jeffrey Epstein, qui bizarrement se serait suicidé. On y croit tous. Mais alors, qu'en est-il réellement quand on reprend l'intégralité de ses promesses de campagne? Eh bien, Donald Trump a bien réussi à réduire l'immigration légale et illégale, mais pour certains, c'est un petit peu décevant. C'est-à-dire que Donald Trump avait promis des expulsions massives et dans les faits, il n'en est rien. Alors certes, il a réduit l'immigration, mais bon, pour de nombreux Américains, ce qui compte, c'est d'expulser ceux qui sont déjà aux États-Unis. Ensuite, sur la guerre en Ukraine, comme vous pouvez le constater, eh bien, il n'y a pas de paix. Donald Trump avait promis que ça irait vite, et résultat, c'est beaucoup plus compliqué, et en plus, Donald Trump a été beaucoup plus interventionniste que lors de son premier mandat, notamment en Iran, sur le conflit israélo-palestinien, mais également avec le Venezuela. Car le président ne se cache pas, il souhaite un changement de régime au Venezuela, et surtout faire avaler le bulletin de naissance de Maduro, qui casse les couilles à tout le monde. Et enfin, sur la question de la transparence, là encore c'est difficile, puisque Donald Trump avait promis monts et merveilles sur l'affaire Kennedy, résultat on n'apprend rien d'extraordinaire, il avait promis de révéler les noms de l'affaire Epstein, résultat tous les noms sont caviardés, on dirait des dossiers de la CIA, on n'a rien appris de neuf, et surtout il y a eu un rétropédalage de son administration qui désormais ne souhaite plus parler de cette affaire. D'autant plus que Donald Trump, qui avait beaucoup insisté sur la santé déclinante de Joe Biden, a lui aussi des problèmes de santé, notamment au niveau circulatoire. C'est pour ça que sur ses mains, on voit des taches bleues et qu'il a des œdèmes aux jambes. Et pire encore, Donald Trump a disparu pendant quasiment une semaine sans donner de nouvelles, alors qu'habituellement il est très actif sur les réseaux sociaux ou qu'on le voit fréquemment à la télévision. Alors attention, je reste convaincu que Donald Trump est le meilleur choix, surtout face à Kamala Harris. Mais malgré tout, on peut voir un désintérêt croissant, notamment chez les jeunes républicains, envers Donald Trump. Car vous le savez, et j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, aux États-Unis, il y a une sorte de paradoxe, c'est le fait que les jeunes femmes de la génération Z sont de plus en plus progressistes et les hommes de plus en plus conservateurs. Mais pourtant, ces jeunes hommes se détournent progressivement de Donald Trump. Alors ça s'explique aussi par le fait que c'est la première fois qu'ils ont voté pour lui, et vous savez, quand vous êtes jeune, vous êtes toujours un peu con, vous êtes militant, vous croyez en la politique, et vous êtes toujours un petit peu déçu. Parce que, comme le disait Pasqua, les promesses, ça n'engage que ceux qui y croient. Mais alors, il y a une question qui demeure. Ces jeunes républicains qui sont agacés par Donald Trump pour toutes les raisons que j'ai mentionnées, vers qui ils se tournent? Eh bien, ils se tournent vers un homme qui est le plus banni d'Internet, il s'appelle
Nick Fuentes. Nick Fuentes, il a seulement 27 ans et pourtant il jouit d'une énorme popularité aux États-Unis. Il a été considéré comme l'homme le plus banni puisque aujourd'hui, il fait seulement ses vidéos sur Rumble. Rumble, c'est une plateforme où règne une liberté d'expression totale qui d'ailleurs n'est pas accessible en France, mais par contre sur YouTube et sur X, on peut retrouver plein de clips de Nick Fuentes et notamment des youtubeurs ou des vidéastes qui commentent ses prises de position, ses prises de parole. Alors Nick Fuentes, il a toujours été un commentateur politique puisqu'il a commencé déjà à l'université, mais il a participé aussi à de nombreuses manifestations politiques, des rassemblements et il a gagné en popularité. Et aujourd'hui, il a une énorme communauté qui lui est fidèle et qui le suivrait jusqu'aux portes du Tartare. Alors concrètement, quelle est la ligne politique de Nick Fuentes? Eh bien, il est plus à droite que Donald Trump, ça c'est une certitude. On pourrait dire qu'il est nationaliste chrétien, il souhaite une politique identitaire forte aux États-Unis, c'est-à-dire qu'il voudrait que les États-Unis soient une nation de blancs. En parallèle, il prône pour un recul de la puissance des GAFAM, des grandes entreprises et surtout des grandes entreprises technologiques, c'est-à-dire qu'il a un aspect assez technophobe. De plus, il critique le politiquement correct, le wokisme, l'immigration de masse et il a des valeurs conservatrices puisque, comme je l'ai dit, il est chrétien. Il est également très antiféministe, il souhaite l'Amérique d'abord, il ne veut pas d'ingérence étrangère dans son pays, ni de l'interventionnisme dans des guerres inutiles. En fait, pour faire simple, si on devait placer Nick Fuentes sur l'échiquier politique français, on pourrait le placer au sein de la nouvelle droite d'Alain de Benoît, même si la grande différence, c'est le lien avec le catholicisme, puisque lui y croit et que la nouvelle droite est très critique du catholicisme et de l'héritage du christianisme, notamment sur la morale, les valeurs, etc., etc. Et ce qui est intéressant, c'est que depuis quelques semaines, Nick Fuentes a explosé en popularité sur les réseaux. Il est devenu viral alors qu'autrefois il était banni. C'est-à-dire que le simple fait de dire « je regarde des vidéos de Nick Fuentes », eh bien, vous étiez ostracisé, y compris aux États-Unis. Car il y a de cela quelques mois aux États-Unis, Nick Fuentes était encore considéré comme une figure extrémiste parce qu'il avait fait l'éloge du peintre autrichien raté. Et depuis quelque temps, il a changé de stratégie en adaptant son discours et en le rendant de plus en plus mainstream et nuancé. Et ce qui est dingue avec Nick Fuentes, c'est que habituellement, quand on regarde des vidéos de commentateurs politiques américains, ils sont focalisés exclusivement sur les États-Unis et niveau culture, c'est pas ça. Ils connaissent pas les dossiers, c'est beaucoup dans la surréaction, etc. Mais niveau idéologique, politique ou même dans le raisonnement, c'est zéro. Alors que Fuentes, pour le coup, il connaît ses sujets, il connaît absolument tout, il connaît les dossiers au niveau international, de géopolitique, et il connaît même la politique française, ce qui est assez rare. Donc là, on voit que stratégiquement, il a commencé à mettre de côté des idées qu'il avait pu partager autrefois pour embrasser un nouveau public de plus en plus large. Et on voit que ça marche, puisque là, il pèse énormément, alors que je le rappelle, il a été banni de toutes les plateformes. Par exemple, si vous prenez Andrew Tate, il a commencé à faire des vidéos, il a gagné en popularité, tout le monde le connaissait, puis ensuite il a été banni. Et Nick Fuentes, c'est l'inverse, c'est-à-dire qu'il a commencé un petit peu à faire des vidéos, il a été directement banni, et ensuite il a gagné en popularité. Et ça veut dire beaucoup sur le glissement politique qui s'opère actuellement aux États-Unis, car la stratégie de Fuentes est très différente de celle des autres commentateurs politiques. Si vous êtes un commentateur politique de gauche, vous allez attaquer la droite, et inversement. Mais lui, il est un commentateur de droite, et il attaque avant tout les conservateurs, c'est-à-dire les Ben Shapiro, les Tucker Carlson, les Charlie Kirk, ou bien encore Cadence Owen. C'est-à-dire que sur tous les sujets que j'ai mentionnés précédemment, Nick Fuentes a attaqué l'administration américaine, qui d'ailleurs le considère comme persona non grata. Il a estimé que Trump était décevant sur la question de l'immigration illégale et qu'il n'expulsait pas assez. Il souligne le fait que Trump s'est embourbé dans des situations beaucoup plus interventionnistes, notamment en Iran ou dans d'autres pays étrangers comme le Venezuela. Il estime également qu'aujourd'hui Donald Trump est totalement aligné sur la politique de l'État hébreu, y compris à Gaza et sur d'autres sujets au Proche et Moyen-Orient, ce qui signifie que les intérêts des États-Unis passent après ceux d'un État étranger. Et enfin, il estime que Donald Trump n'est absolument pas transparent, alors que pourtant ce dernier avait beaucoup critiqué Joe Biden au cours de son mandat. Donc en fait, ce qui est assez intéressant, c'est que Nick Fuentes, pour le coup, n'est pas un militant totalement aveuglé par le Parti républicain, d'ailleurs qu'il méprise, il déteste les républicains,
et il prône pour dépasser en fait les clivages traditionnels et qu'avant tout ce qui compte ce soit pas le candidat mais l'idéologie America First. Et en fait pour moi aux États-Unis désormais la droite américaine se trouve à la croisée des chemins, c'est-à-dire que le Trumpisme, l'idéologie MAGA ne pourra pas survivre à Donald Trump parce que cette idéologie tourne autour exclusivement de Donald Trump lui-même. Donc deux possibilités, soit la droite américaine se dirige vers la néo-réaction de Curtis Yarvin et de Nick Land, que j'ai exposé il y a de cela quelque temps dans une vidéo sur la chaîne, ou alors plutôt vers la ligne de Nick Fuentes, c'est-à-dire d'une forme de nationalisme chrétien avec en parallèle un rejet du libéralisme à outrance et des grandes sociétés technologiques, plus une vibe identitaire. Car la grande force de Fuentes, c'est justement cette stratégie franche où il va dire ce qu'il pense réellement, même quand ça va à l'encontre de son propre camp idéologique. Et c'est pour ça qu'il jouit d'une grande notoriété, d'une grande popularité et qu'il a beaucoup de soutien, notamment au niveau de ceux qui le regardent, parce qu'il est considéré comme franc et honnête avec son public. En fait, il est perçu comme un soldat politique et Fuentes incite sa communauté, qui d'ailleurs porte un nom bien précis, à faire de l'entrisme, notamment en intégrant des comités de républicains à un échelon local pour faire pousser leurs idées à l'intérieur du parti. C'est-à-dire qu'en fait, ils cherchent à influencer la droite américaine à la noyauté et ça commence à marcher. Alors pour le moment, ça reste un mouvement marginal qui ne représente pas la majorité des républicains, mais dans un futur proche, la droite américaine ne pourra pas indéfiniment mettre de côté l'univers qui est propre à Nick Fuentes. Car si Trump échoue à avoir des bons résultats pour son second mandat, les lignes de la néo-réaction ou celles de Nick Fuentes vont jouir d'une plus grande popularité parce que le Trumpisme sera considéré comme un peu mort. Donc en fait, qu'est-ce qui explique que Nick Fuentes soit autant populaire? C'est son caractère franc, c'est le fait qu'il ait rendu son discours beaucoup plus accessible en mettant de côté les idées les plus extrêmes et surtout parce qu'il appuie sur une sorte de ras-le-bol d'une partie des républicains par rapport à Donald Trump et que certaines de ses prédictions s'avèrent justes, donc il est perçu comme un bon analyste par ceux qui l'écoutent. Donc voilà les barons, on va voir ce que ça va donner dans le futur. Est-ce que Donald Trump va faire attention à ce qu'il y a sur sa droite? L'avenir nous le dira. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, aimer et à partager. Et on se dit à très vite pour une prochaine vidéo. C'était le Doc. Ciao les barons.